ضربك شوفوا برجع. استنى. ايه روح. ايه روح لحالك. ايه هيك يعني شيء ما مبين ابدا. خليك هون ابو ربيع. C'est très très dangereux. La seule chose qui fait qu'il ne nous voit pas ou qu'on ne voit pas, ce sont les oliviers. Abderrahmane est mon frère cadet. Je pense très souvent à lui. Il a rejoint la révolution syrienne quelques mois après le début des événements. Il est parti dans le but de défendre la terre de ses ancêtres. Je me nomme Ayashi Salma. Notre père est d'origine syrienne, notre mère d'origine française. On a baigné dans les deux cultures. La langue française avec ma mère, la religion avec mon père. Mon frère Abderrahmane, quand il a eu cette intention de faire le djihad, je suis convaincue qu'il avait comme besoin de ressentir la fierté de son père, de la lire dans ses yeux. Je m'appelle Bassam Ayashi. Je suis descendant d'une famille religieuse, de la famille du prophète. Et en France, j'ai essayé d'éduquer mes enfants de la même manière que mon père m'a enseigné. Et pour nous, la loi de Allah, c'est le plus important. J'étais obligé à vivre l'exil. Je me suis retiré pour aller en France à la fin de 1968. Française, Français, le général de Gaulle est mort. On est intégré, on a des voisins qui sont contents de notre présence, on est intégré parfaitement en France. François Mitterrand est élu président de la République. Madame Ayashi, vous vous êtes convertie. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a amené à l'islam? Pourquoi il fait deux fois ça? Holy fuck! Cheikh Bassam, qu'est-ce qui fait que vous avez aussi mauvaise réputation? Qu'est-ce qui fait qu'on ait aussi peur de vous? Les révoltes dans le monde arabe, la Syrie qui bascule à son tour dans une répression sanglante. On veut continuer ce combat, on ne veut pas baisser les bras. اللهم عليك بالأسد وأعوانه واحشرنا تحت لواء النبي المصطفى الأمين. Toute cette région-là, jusque là-bas, j'ai un groupe dans chacun des villages d'une quinzaine de personnes à 20 personnes et qui sont tous vraiment des bons hommes, des hommes honnêtes et vraiment prêts à combattre, etc. Je suis responsable d'un liwa qui comprend 5 katibés, donc à peu près plus de 600 combattants armés. Je me suis fait appeler Abou Hajar, du nom de ma dernière fille, donc. À l'été 2013, dans le nord-ouest de la Syrie,
je fais un reportage sur Abdelrahman Ayashi. Chef d'un groupe de l'armée syrienne libre, à l'époque, il tente de prendre aux forces du régime la ville d'Idlib. À l'époque, je ne savais pas que cette rencontre me conduirait pendant 3 ans à faire un film sur une famille à l'itinéraire singulier, la famille Ayashi. Je m'appelle Abdallah Ayashi. Je suis le frère d'Abdelrahman. Au mois de juin, mon frère me contacte par Skype et m'annonce qu'il va entreprendre une grande opération. C'était une opération qui va permettre de couper la route de ravitaillement au régime de Bachar. Donc ici, on peut voir les maisons dans lesquelles l'armée est localisée. Donc d'abord la maison qui est tout en haut, et puis au-dessous, donc toutes ces maisons-là. Donc il y a l'armée qui est répartie. Donc ici, on devra traverser l'autoroute, c'est le plus dangereux parce que c'est à découvert. Et puis un autre groupe attaquera, lui, du sud, donc là on est au nord, et les prendra de revers. Abdelrahman, avant la révolution syrienne, était un Français de confession musulmane. C'était un informaticien. Donc après avoir mis son bac dans la poche, il va fréquenter l'université et va passer des concours. Notamment un concours que Microsoft avait mis en place sur la ville de Bruxelles. Il sort parmi les 10 premiers, alors qu'ils étaient au départ 700. Une fois qu'il a été marié, puisqu'il s'est marié fort jeune, qu'il a eu des enfants, il est rentré dans la vie professionnelle, il était fort demandé. المعلومة أول قال لي المسافة 1.5 كيلو تماماً 1500 متر بينه وبين. مظبوط؟ نعم. المعلومة الثانية قال لي أنت 1044 درجة عن الشمال، ليك شمال هون. طلقات ما بهم. جيب القاعدة وين؟ جيب الغوارس انت يا ابو. حطيناها على 15 كيلو بدها يشد بدها يشد. يا شيخ وين صار الرابي؟ يا عمي لازم يروح هيك الهاونا. ليش يا ابو هاجر؟ لاني هيك نحن حكينا في القصه. مزبوط هذا الكلام. لاني هيك حكينا 144 اذا بتحط لي القاعده هيك والهاون هيك يعني شلون بده يسيب؟ ابو الحبيب تشر القاعده بس شيل اياه. حطوا لي اياه بنفس المترف من القاعده هلا. انا دليته على الرابي ما بعرف انا بالدرجه. الرابي هيك. هلا انا ابو هاجر انت ورا. تمام ابي. كويس يلا. هيك هلا هاي السبطاني. La stratégie militaire, donc, je l'ai appris sur le tas, un petit peu dans certains bouquins, des bouquins communistes, notamment donc, la guerre de guérilla du Che Guevara, la guerre urbaine de Carlos Marighella, quelques livres de Mao Tse-tung. Bref, tout ça, ça m'a donné pas mal d'idées sur comment est-ce qu'on doit combattre une armée puissante alors qu'on n'est pas une armée. On est une armée rebelle. My name's Tracy Shelton. I've been working as a journalist in the Middle East for the past 6 years. And I knew Abu Hajar for around a year and a half.
Abu Hajja was part of the Suqur al-Sham, which is under the Free Syrian Army. So the group was almost all Syrian. They were not a group of foreign fighters by any means. They're what I would describe as a moderate Islamic group. Maybe by some Western terms, when I guess most people from the outside looking in would consider their ideology along extremist lines. But when you compare them to the other groups in Syria, it's not the extreme of, say, Jabhat al-Nusra or Islamic State, which is to impose Islam on as much of the world as they possibly can. For Abu Hajja, the mission of jihad was to liberate the country from Bashar's regime. Le mot djihad, qu'on peut traduire par la lutte armée, c'est simplement le fait de combattre une injustice. Le djihad a ses règles. Mettre une bombe au milieu d'un marché, même si c'est pour toucher la sécurité, si on sait que ça va faire partir des civils, n'acceptons pas ce type d'action. Par rapport au futur, nous, ce qu'on demande, c'est un État islamique qui serait le choix du peuple. Nous défendons nos croyances, notre doctrine, qui est l'islam. Lorsqu'il a pris la décision de rentrer dans l'armée libre, il s'est tourné vers son village d'enfance. Dors. Chut. Chut. Bien, donc ça c'est ce qu'on appelle un liwan en arabe. Hein. Il a à peu près 600 ans. Cette source vient directement de la montagne. On remplit avec donc cette piscine et celle-ci également. Et on arrose avec les champs de noix qu'on a de l'autre côté, quoi. Tout ça, c'est notre terre jusqu'au mur. Donc le mur ne se voit pas, il y a un mur assez loin et qui va jusqu'en bas. C'est une maison qui appartenait à toute notre famille depuis déjà des générations. Et qui à la fin a appartenu à mon père. Donc mon père a vécu ici pendant des années. Il aime beaucoup cette terre. C'est lui qui a planté pas mal d'arbres qu'il y a ici, de raisins, etc. Et il aimait à venir se reposer ici de temps à autre et recevoir ici pas mal de gens, comme il est imam. On partait chaque été en vacances en Syrie. Mon père y mettait un point d'honneur. Il voulait que ses enfants gardent une attache culturelle avec le pays. Généralement, d'une année à l'autre, le véhicule changeait, mais c'était toujours le moyen le plus économique. Et donc, on passait environ une semaine sur le chemin. Je me souviens que mon père aimait nous faire visiter les musées des différents pays qu'on visitait, les capitales. Il aimait qu'on se cultive. C'était la ville de campagne avec les animaux, avec la piscine, avec tout. Et on s'éclatait vraiment. Notre père nous a toujours demandé « Ne vends jamais cette maison, quoi qu'il arrive ». Votre terre, c'est la France ou c'est la Syrie ? Moi, je me sens aussi bien français que syrien. Donc, j'ai vécu dans le sud, à Aix-en-Provence. J'allais beaucoup à Nice voir mes grands-parents.
Et puis j'ai grandi là-bas, donc je peux pas ne pas me sentir français. Notre famille vivait à Aix-en-Provence. On a grandi là-bas, on a été scolarisés, on s'est épanoui dans cette petite ville. À l'époque, ma famille a été un petit peu médiatisée. On montrait une famille musulmane. Voici des images telles que l'on a sans doute peu l'occasion d'en voir à la télévision. Celle de l'imam Bassam Ayashi nous a reçus en compagnie de son épouse, une Française convertie à l'islam, et de leurs 4 enfants. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pascal, je crois au départ vous étiez catholique. Est-ce que c'est votre mari qui vous a poussé à entrer dans l'islam? Oh là là, pas du tout. J'ai examiné plusieurs théories, plusieurs idéaux, politiques, religieux, etc. J'étais un petit peu gauchiste, quoi. Légèrement, pas trop. J'essaye de me réaliser, moi, d'être heureuse, moi. D'être en accord avec moi-même. Ma mère, malgré son foulard, avait été représentant des parents d'élèves. Je m'appelle Pascal Putetto. J'ai vécu à Nice, au bord de la mer. Ma mère, elle vient du centre de la France. Mon père, il est italien. Il était comptable dans une entreprise. J'ai fait des études, un DEA de psychopathologie. Et à Aix-en-Provence, j'ai rencontré mon mari. Et l'histoire a commencé comme ça. J'ai eu des enfants. D'abord Salma, puis Abdelrahman, puis j'en ai 2 autres, Maha et Abdallah Omar. Quand ma mère a présenté mon père à mes grands-parents français, ça n'a pas vraiment été bien pris au départ, étant donné que mon grand-père français, pour lui, les musulmans, c'était quand même des individus de seconde zone. L'islam, c'était un peu du folklore. Donc, le fait que sa fille, chérie, épouse un homme qui est d'une autre confession religieuse et qui est arabe, alors là, c'était quelque part catastrophique à ses yeux. J'ai dit à mes parents que je vais suivre mon mari. Ça les a déstabilisés, mais ils tenaient beaucoup à moi, quoi. C'est ça. Comme mon frère Abdelrahman était l'aîné des garçons, évidemment, il était un petit peu chouchouté vis-à-vis de mon grand-père français, qui aimait l'asseoir sur ses genoux et lui raconter ses aventures. Mon grand-père, pendant la Seconde Guerre mondiale, était un officier de l'armée française. Il a été capturé par les Allemands. Et puis, lorsqu'il a réussi à s'enfuir d'une des prisons allemandes qui se retrouvait dans les campagnes allemandes, il a rejoint le maquis. Mon frère était en admiration devant mon grand-père. C'était vraiment un lien très très fort. On habitait un quartier qui s'appelle La Pinette. On a fait un peu les 400 coups à l'époque. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Je m'appelle Benjamin, j'ai connu Abdelrahman à l'école primaire. Donc après on s'est suivis, on a fait le collège ensemble. Bouge de là. On joue beaucoup aux jeux vidéo, on allait au cinéma voir des films d'action. Grand fan de MC Solar. Bouge de là. Bouge de là. On était des jeunes de France. On était assez proches et avec sa famille aussi. J'ai dormi assez souvent chez eux. Alors Abdelrahman, il aimait beaucoup son père, il le respectait énormément. Abdel nous disait
disais, quand il y a mon père, c'est un petit peu plus pratiquant, donc je fais les prières. D'accord, on était musulmans, mais on n'était pas encore en mode de réflexion réelle. On partait le vendredi prier à la mosquée que mon père avait créée à Aix-en-Provence. Mais c'était le vendredi et dans cette mosquée, on voyait que des vieux prier là-bas. À l'époque, la religion, c'était pas quelque chose... c'était pas à la mode, en fait. Je leur avais dit, attention, mettez-vous dans la tête que votre père, il vient d'une famille de savants et votre pays d'origine, c'est la Syrie. La Syrie, c'était l'islam, et l'islam pur. Quelle aurait été la position de mes parents si l'un d'entre nous, moi, mon frère Abdelrahman ou les deux autres, auraient quitté la religion? Je pense évidemment qu'ils auraient tout fait dans un premier temps, une fois que l'on est devenu adulte, pour nous y ramener. Mais s'ils avaient échoué, je pense qu'ils auraient été fort déçus. Et je pense que ça aurait pu briser des liens. Nous avons quitté la France, ma famille et moi-même, pour aller en Belgique. C'était en août 1996. La première fois qu'on était encore dans le camion de mon père et qu'on arrive en Belgique, je regarde, alors je m'étonne. Je dis, tiens, on est en Belgique, ils sont où les Belges? Mais en fait, parce que mon père nous a mis dans une commune qui est à majorité musulmane. Et c'est peut-être voulu pour que, effectivement, ben voilà, ici on est un quartier où les gens pratiquent l'islam, où ils s'habillent en djellaba quand ils marchent, où ils vont à l'école en foulard. C'était peut-être ce qu'on recherchait aussi. Donc moi et mon frère, on a suivi donc les cours de mon père, donc à l'époque au CIB, au Centre islamique belge. Il y avait beaucoup de gens qui venaient écouter ses discours. L'image de mon père en France, c'était l'image d'un imam ou d'une personne cool. Et c'est vrai que quand on est passé en Belgique, l'image, c'était plus intégriste, etc. Et ça dérange un peu le gouvernement. Je suis commissaire à la police judiciaire fédérale. Je travaille dans le contre-terrorisme depuis 1986. Donc j'étais un des fondateurs de la cellule à l'époque où il y avait une poignée d'individus. À cette époque-là, on ne peut pas passer à côté du centre de M. Hachi Bassam sans s'y intéresser, bien sûr, au niveau policier. Et c'est clair que ces prêches font allusion à tous les conflits qui impliquent des musulmans à l'époque, la Bosnie, Tchétchénie, etc. Donc des jeunes boivent ces paroles, évidemment, par rapport à ces conflits. On est au début de l'étude d'un phénomène qu'on ne connaît pas et ce qui ne connaît pas inquiète. Abdelrahman, quand il est rentré dans la vingtaine, s'est senti proche de mon père, beaucoup plus qu'avant, parce qu'il avait dépassé le cap de l'adolescence. Il avait cette envie aussi, cet engouement pour la religion. Donc, mis à part ses études en informatique, il aimait à venir voir mon père et lui poser de nombreuses questions. Il a voulu changer toute sa manière de vivre. Je préfère écouter du Coran ou écouter des anachides, etc., que perdre mon temps à écouter de la musique. Je vais casser tout, donc c'était le rap à l'époque. Concernant le fils de Bassam Hayachi, il apparaît assez tardivement. D'abord, il y a le petit noyau de convertis qui est autour de Bassam Hayachi, et puis alors surtout dans les activités au niveau d'Internet. Lui, évidemment, il a un discours qui est beaucoup plus radical que celui de son père, c'est clair. Il s'est vraiment engagé lorsqu'il a ouvert un site qui se nommait assabil.com et qui est devenu extrêmement connu, notamment en France. Et il laissait les gens parler librement. C'était centré sur l'actualité, sur ce qui se passait en Palestine, sur ce qui se passait en Irak.
Des guerres qui touchent les musulmans dans le monde entier, ce ne sont pas des sujets qui le laissent indifférent, loin de cela. Et puis à cet âge-là, on a besoin de trouver une cause, on a besoin de défendre une cause. Début des années 2000, ils ont diffusé sur leur site des textes et vidéos ouvertement antisémites. Plusieurs associations juives ont d'ailleurs porté plainte. Abderrahmane Ayachi, Raphaël Gendron, deux jeunes prévenus musulmans très à l'aise au tribunal. Le duo est pourtant jugé pour racisme et négationnisme et risque de la prison ferme. En 2003, Assabil, leur site, publie des textes très douteux. Il y a un article publié par le Centre islamique belge à l'époque qui disait « Les Juifs sont un peuple déviant, des singes et des porcs, et il faut s'armer pour combattre les Juifs. » Bon, je crois que c'est très simple. On est là dans l'antisémitisme pur et simple. Il faut savoir que des dizaines de milliers de messages étaient postés sur le site Assabil par toutes sortes de personnes de la communauté musulmane, à savoir aussi bien des modérés que des moins modérés, et des extrémistes et des plus extrémistes. Et il lui sera reproché de ne pas les avoir censurés. Je pense que ça a été une erreur effectivement de sa part. C'est de passer le propos à lui, mais peut-être qu'il n'avait pas à les mettre effectivement. Ça peut appeler à la violence et à la haine. Je lui avais juste posé une question. Est-ce que tu veux un procès consensuel ou est-ce que tu veux le procès de rupture? Il m'a dit sans hésitation le procès de rupture. Antisémite, non. Anti-israélien, oui. On est pour effectivement la destruction totale de l'État d'Israël. Le grand-père d'Abdelrahman, qu'est-ce qu'il a pensé de cette histoire? Non, il était... il n'en a jamais rien su. Il n'en a rien su? Non. Il n'en a rien su parce que c'est pas venu jusqu'en France. Donc c'est pas nous qui serions allés nous en vanter. Hein. On voulait pas le heurter, on sait bien que ça l'aurait heurté. Mon frère a toujours eu le projet de retourner en Syrie. Et d'ailleurs, même quand il s'est marié avec son épouse, il a dit dans un futur, lorsque j'aurai un bagage sous la main, etc., je retournerai en Syrie. Donc il est parti vivre là-bas. Il aurait pu évoluer en France ou en Belgique. Mais pour mon frère, le fait de partir dans un pays musulman, c'est une évolution dans sa foi aussi. Le fait d'entendre l'appel à la prière, le adhan, pour un musulman, c'est quelque chose d'immense. Et il m'a appelé, voilà, en me disant, viens, on va créer l'entreprise familiale. Et son projet m'a plu. On se présentait comme une entreprise française. Et ça... Pourquoi? Parce que les Syriens se sentent moins arnaqués par des Français que par des Syriens eux-mêmes. Et on présentait mon frère comme Mohendes, donc ça veut dire ingénieur en informatique. Et donc c'est vraiment un respect pour lui, monsieur l'ingénieur, est-ce que voilà, vous pouvez nous faire un site web, etc. Donc on avait 2-3 programmeurs, un designer, un directeur qu'on a mis là. Et on a commencé à avoir des contrats partout. Il était enchanté de créer sa propre entreprise, c'était son rêve d'étudiant. Et donc, quand enfin l'argent rentrait à flot comme il le désirait, il y a eu les événements en Syrie. J'ai participé à ces manifestations, non pas en tant que manifestant. Je me suis dit, je vais essayer de faire plus. Il y a pas mal de gens qui commencent à manifester. Je vais me mettre de côté et filmer. Cette vidéo, je l'ai envoyée à la France, via le consulat, pour alerter l'opinion publique internationale.
Ce qui s'est passé, ce sont plusieurs villages qui se sont donc unis. De village en village, ils ont commencé à augmenter jusqu'à atteindre à peu près 100 000 peut-être. Donc ils sont tous venus avec des rameaux d'olivier à la main. Leur but était de rentrer dans Idlib en grand nombre. Ils avançaient en criant des slogans pacifiques. Et puis tout d'un coup, le feu a ouvert. Ce jour-là, il y avait eu, je crois, une trentaine de blessés, une quinzaine de morts. J'ai compris que ce gouvernement qui s'est installé par la force et qui s'est maintenu par la force durant 50 ans, il ne pourra tomber que par la force. Et que les manifestations pacifiques, style Gandhi, ça marche peut-être à des gars comme les Anglais, qui sont les enfants de Richard Cœur de Lion. Par contre, les enfants du lion même, donc Assad, lui, les manifestations donc, pacifiques, il s'en moque totalement. Nous sommes en pleine désobéissance civile. Les frères de l'armée libre syrienne, alhamdoulilah. En islam, en fait, quand quelqu'un part rejoindre le djihad, la guerre, donc le combat, il doit normalement, selon les recommandations du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, aller demander l'autorisation à ses parents. Et donc la première chose qu'il a fait, c'est aller vers sa mère et lui dire son projet. Et lorsqu'il a vu que ma mère, les larmes aux yeux, l'encourageait, alors il n'a plus la moindre inquiétude. Pour nous, c'était normal. C'est un peu bizarre, mais pour nous, c'était normal que voilà, l'homme de la famille va défendre son pays d'origine. Sincèrement, je ne me rappelle pas que quelqu'un dans la famille ait essayé de l'en dissuader. أنا المهندس عبد الرحمن بن الشيخ بسام العياشي أعلن عن تشكيل كتيبة جند الرحمن التابعة للواء صقور الشام. الله أكبر! لك يا أخوي مغطي عليكم يا شيخ. Le jour de la prise de la prison, on a reçu un coup de fil nous stipulant que notre frère était aux portes de la mort. On avait même vu sur Internet une vidéo où on voyait mon frère complètement inconscient, porté sur les épaules d'un combattant. يعني هو سبحان الله يعني هي انطلقت سنايبر يعني كانت قاتلة بس يعني بفضل من الله تعالى يعني أتت من الخلف خلف الأذن يعني طلعت من ثاني طرف من الرأس يعني على أقل من سنتي يعني أجزاء من السنتيمتر كان قتل يعني الله ما بده يضره سبحان الله. Idlib prison was the first step in trying to take the city of Idlib. Another big aspect of that too was the amount of prisoners that they wanted to release. A lot of torture, executions happen in these places, and many of them are political prisoners. معركة السجن يعني أبو هاجر صار له قاعدة شعبية جدا كبيرة يعني صارت كثير من الناس تتوافد للقتال تحت جناح أبو هاجر تحت راية أبو هاجر.
Je m'appelle Jean-Marc Trigaud, je suis magistrat fédéral au sein de la section lutte contre le terrorisme du parquet fédéral. Le dossier dans lequel Ayashi Abdelrahman a été poursuivi avait débuté en 2007, donc la majorité de l'enquête s'est faite en son absence. À ce moment-là, on va découvrir en fait qu'Ayashi Abdelrahman est derrière un site internet qui s'appelle ribad.org. Ce site servait en fait à l'époque de relais de propagande d'Al-Qaïda et de conditionnement dans le cadre d'une cellule qui envoyait des gens à la fois en Irak et en Afghanistan. Sa responsabilité, en fait, c'est essentiellement la propagande. Sa responsabilité principale était la propagande et le conditionnement pour le départ. Grand absent de ce procès, Abdelrahman Ayashi. J'avais l'intention de retourner là en Europe pour me faire juger, mais je ne voulais pas courir le risque de me faire enfermer, de regarder à la télévision ce qui se passe dans mon pays. Est-ce que je réfute ce dont je suis accusé? Bien entendu. Je condamne tout acte de terrorisme. Est-ce que les actions d'Al-Qaïda sont mes actions ou la politique d'Al-Qaïda est ma politique? Non. Maintenant, je ne suis pas du tout contre la personne qui se rend, donc, même s'il n'est pas irakien, donc, en Irak pour défendre le peuple, pour virer l'envahisseur. Et si c'est ça, être terroriste, alors effectivement, je reconnais mes torts. Le plus beau dans tout ça, c'est qu'Abdelrahman, qui était soi-disant ce grand dirigeant terroriste d'Al-Qaïda, a été contacté par les services secrets français. Objet, demande de renseignement. Bonsoir. Voici les noms que je devais vous donner. Enlevé le 22 novembre 2012. James Foley, États-Unis. John Cantley, Grande-Bretagne. Merci de votre aide. Il en était fier. Il me dit, écoute, ils m'ont demandé d'enquêter à propos de journalistes qui avaient disparu en Syrie à cette époque-là. Bonjour, j'aime la France et la Belgique, et c'est avec plaisir que je prends le temps de vous rendre ce service. Concernant James Foley et John Cantley, j'ai tenté de remonter mon enquête à la source, et j'ai obtenu des premiers éléments intéressants. À part cela, la journaliste Tracy Shelton, une de mes connaissances et amie de James, a accepté de me fournir les pistes qu'elle avait. When James Foley and John Cantley were kidnapped in Idlib, one of the first people that I contacted was Abu Haja. He was very worried about the damage it was going to do to the reputation of the rebel forces. The kidnappings on the rebel side were kind of unheard of back at that time. So he said, we need to find them. He had to be very discreet in his investigations. He was working very closely with these groups on the front line. They were organizing battles together. L'acte était prémédité. Le van qui leur a coupé la route, un Hyundai de couleur grise, attendait clairement leur arrivée. L'un des trois ravisseurs était cagoulé, alors que les deux autres non. We had come across a man who matched the description of the kidnapper who wasn't masked, and the van that he was driving also met the description of the van, other than the fact that it was black. So he actually arranged a meeting with this man. And while he was upstairs in this meeting, Abu Haja sent down a couple of his guys to go and check the van. And it turned out they found evidence that had been very freshly spray painted, very roughly spray painted black, and underneath it was a very light color. They thought maybe silver or white. And after? We couldn't follow through with it. When Abu Haja died, all those leads, all that information that we had, it went with him.
يا باجر في ذخيره على اساس الاحرار بنجيب لهم اياها من امبارح، هاي ايمتى نجيب لهم اياها؟ مين عم يحكي؟ الزاكي كله جايين على الطريق. يا زاكي شغل الساعه بيكون عندك اغراض، شغل الساعه ان شاء الله. هذا اخويا عم تحطوا فيه هذاك وتفجروه؟ هلا هذاك جاهز. هاي حطيتوه هاي وفجرتوه ما؟ هذاك اخذ معنا كيسين بس. ايوه. اذا بتيجي الدبابه ان الله ييسر بجيب لك اياها عفوا. ان شاء الله. انا ما بدمرها بس وين حطيتوا الارقام؟ في كيسه هنيك حطينا كيسه ونص. كويس. J'ai senti que ça allait être une très grande bataille. Et il le sentait aussi, je ne sais pas expliquer ça, mais voilà, ce sentiment, il a dit voilà, c'est un grand Hajj, donc c'est un grand poste militaire. Et on va y aller, et je vais aller en première ligne. كان في مشقة يعني كثيرا في تجهيز المعركة، خصوصا يعني تأمين الذخيرة، تأمين السلاح. يعني كنا موعودين في صواريخ مضادة للدروع، يعني كونكورس. فأثناء الذهاب إلى المعركة يعني فوجئنا، يعني ما في شيء من اللي ذكر أبدا يعني. ان شاء الله ان شاء الله على الفجر، بعد صلاة الفجر ان شاء الله. صلاة الفجر؟ ايوه ان شاء الله يا رب. يا رب. الله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم انصرنا يا رب. اللهم انصرنا يا رب. اللهم انصرنا يا رب. اللهم انصرنا يا رب. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصرنا يا الله. الله وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. يلا مجموعة الاقتحام خط أول. الساعة 5 إلى ربع بده يبلش، يعني بيكون آمل الضوء كويس؟ يا عبد الرحمن يلا نوح، يلا على بركة الله. الله أكبر. Moi, j'ai l'habitude d'être au milieu de mes hommes. J'ai laissé un commandant donc, au QG et de diriger le combat depuis le cœur de la bataille. Quoi. Pourquoi vous faites ça? Je fais ça tout d'abord par conviction.
je ne me vois pas en train de rester derrière et mes hommes devant. Je n'arriverai pas psychologiquement à résister. Et c'est pas en restant derrière que j'arrive à atteindre le martyr. Vous avez peur? Pour l'instant non, même pendant la bataille ça va, j'ai pas peur non. Non, vous n'avez pas peur, tout le monde a peur. Ça m'arrive des fois d'avoir peur, mais j'ai surtout peur quand je suis en ville qu'il tombe une bombe, j'ai l'impression de mourir par traîtrise, alors que là j'y vais pour ça, donc je sais à quoi m'attendre. Ça me fait pas vraiment peur non. الاقتحام بدأ؟ غنيمة لنا. آمين لا ينصرون، آمين لا ينصرون، آمين لا ينصرون. الله أكبر. لا تضرب لا تضرب. يلا يلا يلا. ما نطلع ولا طلقة. لا نحن بعد 20 دقيقة. الله أكبر. والعرض. اضرب. لا. اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا. أبو هاجر كان مع مجموعة من الأشخاص المقسمين كان في الاقتحام. إحنا كنا ورا خلف الساتر يعني ننتظر أوامر أبو هاجر في التقدم. اسمع صوت، في صوت دبابي يا شباب. في معنا قاذفون؟ لا. والله العظيم شفت الشغل. يلا أنا أخذت الشباب حولنا نتقدم لطرف أبو هاجر. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده. الله أكبر. شيلهم نار، شيلهم من الأرض. مشي يا محمد علي. يلا بدنا نتقدم لجوانا. يلا يلا. معنا قبل السقوط يا عنقون. والنظام من الطرف في المبنى يعني اخذ امكانياته، عامل طلاقيات، وانت يعني جاي في الموت على اجريك يعني صراحه، يعني منطقه مكشوفه. كان فيها ضرب للدولة. بعد قوات الاسد كانت تتمركز في 4 مباني، تم اخلاء مبنيين وتمركزت في مبنيين فقط يعني. كان في مشكلة بالدبابة لأنه الدبابة كان عاملة دش مقلة، يعني ما كان ظاهر منها أي شيء، تخرج لفوق تقصف وترجع تنزل، يعني كان من الصعب إنك تضربها بقذف RPG. حيقتهم حيقتهم يلا. حجرة ما في شيء.
ابو هاجر ابو هاجر اسمعني ابو هاجر يلا يلا انا صرت حدون يلا الله اكبر يلا بغطي لك بالدوشكه اتجهت الى عند ابو هاجر انا اخذ القاذف RPR 90 مجموعه من العناصر معه وحاول انه يلتف على الدبابه من الطرف الغربي ويضربها وانا والشباب من الطرف الشرقي انا امهد بالدوشكه امامهم يعني بالاسلحه النيرانيه ابو هاجر اسمعني ابو هاجر يا شيخ انا مجموعتي والدوشكه جايز كلياته يلا الله اكبر الله اكبر يلا يا شباب يا على المبنى على المبنى فقد الاتصال في ابو هاجر بعد الدوشكه يعني تقدمنا فقد الاتصال مع ابو هاجر ابو هاجر اسمعني ابو هاجر هو ابو هاجر معاه المجموعه نطحت قذيفه في المنتصف هون طمنونا عنه كان في نوع سبحان الله يعني من الصدمه يعني صدمه كبيره جدا يعني انك تفقد يعني في لحظه واحده تقريبا شيء 12 ل 13 شهيد ومن بيناتهم ابو هاجر يعني وخيره الشباب اللي معه أكثر من مرة حاولنا التقدم يعني لسحب الجثث والشهداء فكان يعني في صعوبة جدا جدا يعني إذا بدك تنزل تجيب الجرحى بدك تضحي يعني بأضعاف اللي تقدر تسحبهم بس إنه يبلغ عدد الشهداء في يوم واحد إلى هذا يعني ما قد حدثت يعني قبل هالمرة تم الانسحاب وين عبد اللطيف؟ وين عبد اللطيف راح؟ يا شباب بس جلوس يا اخواتي. اولا الشباب على الطرف الجنوبي لحد الان عم يشتغلوا واشتباكات شغاله لحد الان. يا شباب قلنا قتل الامير ابو هاجر، نسال الله سبحانه وتعالى القبول. شو رايك يا ابو؟ On m'a annoncé sa mort. La première chose que j'ai faite, je suis parti le lendemain au travail, sans rien dire à personne. On dit ça va, on te sent un peu triste et tout. Je fais ouais, non, quelques problèmes familiaux, rien de grave. Les gens auraient demandé des jours de congé, tout ça. Moi je dis non, je peux pas. Et surtout ma situation. Dans quelles circonstances il est mort ton frère, on va me poser la question. Imaginez dire oui, il est mort au djihad. Tu peux pas annoncer ça à ton travail. Donc tu te dois de sourire aux gens, tout en sachant que ton frère il est parti.
C'est à mon retour de Syrie que j'ai rencontré pour la première fois la famille d'Abdelrahman et son père, Bassam Ayashi. Jusqu'à la dernière minute de sa vie, voilà, il est resté comme il est. Il a suivi le chemin de la famille. Et là, il m'a précédé, il m'a dépassé. Avant, j'ai dit, bon, il me remplace. Je le sens obligatoire d'aller, mais quand même, il y a mon fils qui me remplace. Mais maintenant, j'ai dit, maintenant, c'est moi qui dois aller moi-même. ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ولذا يا أخواننا الكرام المسألة ما سهلة أبدا. لكن نحن الآن في المسجد ما بنشوف إلا يمكن برميل بوم خبط فينا، مين حي مين ميت، يمكن طلعنا كلنا ميتين. إيه؟ اللهم عليك بالأسد وأعوانه، اللهم أحصهم عددا وأبدهم أمدا ولا ترحم فيهم أحدا واحشرنا تحت لواء النبي المصطفى الأمين. Après 40 ans d'éloignement, je suis revenu pour être avec mon peuple et mourir dans mon pays. C'est pas pour venger mon fils, pas du tout, je ne pense même pas à ça. Mais continuer la lutte, oui. Un an après la mort du fils de Bassam Ayashi, la rébellion syrienne désunie devait faire face à un nouvel ennemi ultra-radical, Daesh. Dans la région d'Idlib, le chaos règne. Tout le pays, c'est le Far West. Hein. N'importe qui fait n'importe quoi maintenant. L'anarchie totale. Et ça m'a obligé, en tant que Cheikh Bassam connu, j'ai fait un petit tribunal dans la région. Pourquoi vous vous déplacez en ambulance? Parce que l'ambulance, il est célèbre et connu. Qu'elle appartient au tribunal, pas à l'hôpital. Donc, c'est un symbole d'urgence. C'est la justice d'urgence. Salam alaikum, allez. Dans les checkpoints, ils connaissent cette voiture et ils savent les révolutionnaires que je suis dedans. Alors ils la laissent passer vite, sans fouiller, sans l'arrêter. Quelque chose. Arrête. Faut que j'arrête? Ouais. روح. Allez, va. أسرع. Quand je vois 12, ils ont chargé leurs armes, c'est pas la peine que je descends. Il y a des voleurs, des kidnappeurs, il y a des cellules de Daesh cachées. Alors, on ne peut pas dire à 100%, nous sommes sûrs de notre route.
محمد نحن عند النوري تعال لهون. L'affaire, c'est quelqu'un qui était kidnappé de cette maison. Et lui, un de nos soldats de tribunal. Alors, il est arrivé à trouver par ses antennes où il se trouve l'homme kidnappé. Ils ont demandé de rançon environ 70 000 $. Nous avons proposé de payer que 3 000 $. Ils ont refusé et donc ils ont menacé de tuer le jeune homme. Et nous devons maintenant aller, Inch'Allah, libérer cet otage. العداوي كلمنا مؤازرة كل الناس هلا حتكون حنشوف ناخذهم معنا. السلام عليكم. النمرة وانت طالع بسليم على ايدك اليسار هذا المبنى اللي فيه احرار الزاوية. كم واحد احرار الزاوية خيط فين هذا البني ادم. فنحن بدنا نروح لهناك مشان نطالع منه. خلص 3 هن موجودين في المبنى. فنجمع لهم عدة جهات خلص. يلا بسم الله شباب. لا بدنا نروح نجمع الشباب. فايز السلام عليكم. نعم خير ان شاء الله. ايش في؟ انا عند مفرق سيجر. خلص السلام عليكم. اركبوا لنشوف. يلا شباب اللي معي على السيارة. كله بالسيارة يلا. عينون لا تمسحون. يلا شباب. يلا. من تم حتى نفاوضهم ويستسلموا انتهى الاشكال. ها اني 3 يلا. هذا التلفزيون. يلا. السلام عليكم. جمال وسيم روح انت اليسار. المدخل تبعهم مو هذا اول واحد على اليسار؟ هذا الاول. ليه شباب كل مين يستلم محله عن بعد. On est en train d'encercler la maison où il y a l'otage qui se trouve dedans. Ouais. Et alors, on attend maintenant, on a amené un de leur groupe pour ouvrir la porte en discutant avec eux et ainsi pour leur dire de céder, de se capituler sans avoir ouvrir le feu. ليه شباب كل مين يستلم محله عن بعد بس روحوا لي 3 من الباب من ورا هذا. ابو عيوش تفضل انت تتصرف. لماذا نحن نستنى هون؟ استنى الشيخ. شنو يعمل الشيخ الان؟ يفوض. فوضات. لازم مقتحمين المبنى مباشرة. اي مباشرة مقتحمين المبنى. انت بدك مفتاح الدشك؟ نعم مباشرة مقتحمين المبنى. والله العالم بالجامعة كله بيقدر. يعني نحن وياهم. فجاي بعد. اذا شيء ثاني انتم عندكم حق تشيلوا مني كان انا لا اعترض عليكم، لكن اريد ان اصلح واصوب عملي امام الله. هلا كانت على سجننا كانوا وياك كانوا من اول كلمتين 3 مطنشين. وهلا ما صار في كمان كلمتين 3 مطنشين. ايش تحكي قصة عنتر ليش؟
يلا على السيارات شباب، بارك الله فيكم. على السيارات، على السيارات شباب، يلا كل مين على سيارته، الله معكم. يلا على السيارات، يلا يلا شباب على السيارات. شباب بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، عملتوا واجبكم ونحن نشكركم شكرا جزيلا، وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يدخلكم جنات النعيم، وان شاء الله بعثوا لنا خبر مشان يجيبوا لنا لهناك. بارك الله فيكم. يلا الكل يمشي، يلا كلنا ماشيين. شكرا جزيلا شباب. عراس يا شيخ. يلا يلا شباب، يلا يلا على البيت. Heureusement, on a discuté avec les ravisseurs, et puis à la fin de compte, ils ont décidé, ils ont reconnu qu'ils ont tort, et il nous a donné le bonhomme, et on va le recevoir tout à l'heure à la maison devant son père et sa mère. Et quels arguments vous aviez pour qu'ils le rendent? Alors ça, certainement, on a utilisé tous les arguments de la générosité des peuples arabo-musulmans. Il faut dire que vous étiez aussi bien accompagné. Oui, de l'extérieur. Mais j'étais tout seul quand même à l'intérieur, dans leurs mains. Hein. Ouais. Voilà. Bon, allez les gars, yallah, bismillah. On l'a libéré et à minuit, il est revenu à sa famille, pas que la tête coupée, mais la tête et les mains et les bras en train de marcher. Et gratuitement, sans demander un sou. Et voilà, la famille, ils étaient tout contents. الله يعطيك العافيه شيخي، الله يبارك فيك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، الله يخلينا اياك، الله يديمكم يا رب. ايش زوجوك ولا ما زوجوك؟ بدي اتجوز خلاص، ما بقى في ما بقى في خلاص، ما بقى في مجال ابدا. قالوا لي انت كيف عرفتوا انه عنا؟ قلت لهم الله يرضى عليكم، يا انا شيخ عملت بيدت استخاره من شفتوا عندكم فجيت قال لي يا لطيف ايش الاستخاره؟ اما قال لي هي الجن الاحمر والاخضر والاسود ما بيعرفها، شلون عرفتها انت؟ عمرنا ما طلعنا نحن سر ولا حدا سمع فيه، قلنا له ربك سبحانه وتعالى شوفنا اياها في المنام جيناكم. Je vais te faire ton petit déjeuner, attends. Tu attends que les autres y viennent, hein? Je vous sers tous ensemble. Tu mets les petites cuillères, s'il te plaît? J'avais doucement, je suis pas fatiguée. Ah oui, Abdelhamid, tu me descends la poubelle avec toi, s'il te plaît? Moi, j'ai envie de maman. Ouais. Bon, auparavant, on s'inquiétait pour mon frère. À nouveau, on s'inquiète pour un être qui nous est cher. Allez, on dit Bismillah et on attaque pour pas être en retard. Il a un certain âge, mon père. Et on sait par ailleurs qu'il est recherché, que ce soit par l'État syrien ou par les partisans de Daesh. Je suis en contact avec lui régulièrement. Quand il est arrivé sur place, il entendait les tueries que faisait Daesh dans la région d'Idlib. Mon père a critiqué vivement la politique de Daesh. Donc il les a appelés les Khawarij. Les Khawarij sont les chiens de l'enfer en fait. C'est une connotation qui est très dure, qui est très forte. Après ça, Daesh, donc on dit, voilà, il faut tuer le cher Bassam.
سيطرت الجبهة الإسلامية على جميع مقرات داعش في مدينة بنش في ريف إدلب. هنا يتخذون من هذا المقر مكانا لتعذيب المسلمين، فهنا كانت المقابر الجماعية ويقطعون الآذان ويقطعون الأنوف ويعذبون الناس في هذا السجن. فالحمد لله تم اليوم تحرير مدينة بنش من هؤلاء الخوارج الذين عاثوا في الأرض فسادا وكفروا الناس كلها. Parfois, je vous avoue, j'essaye de pas trop y penser, sinon ça nous bouffe l'existence, quoi. La région où il est, Daesh s'est fait expulser. Il est protégé par tous les autres groupes. Il y a quand même un petit risque, parce que Daesh il vient quand même par-ci par-là, ils essayent de se mêler à la population. Voilà. C'est l'avion qui a lancé maintenant un missile quelconque, on ne sait pas où. Pourquoi il y a ces bombardements? Pour rappeler la population que Assad existe. Moi, je suis ici pour faire le djihad, je ne suis pas ici pour me promener. Mais ça ne veut pas dire, le djihad, combattre les chrétiens et les juifs et les non-musulmans pour les anéantir, non. Cette maison qui appartenait à mes ancêtres, c'est un morceau de moi. Chaque fois quand j'ai amené mon fils ici, c'est pour qu'il comprenne qu'il appartient à une famille descendante du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a une ligne à suivre. C'est l'arbre généalogique de ma famille. Et c'est écrit Shajarat al-Ayyashi. C'est le plus grand trésor qu'on peut avoir. Mes ancêtres sont tous ou des juges, ou des mouftis, c'était des docteurs aux lois, ou des gouverneurs. Mon père m'a appris la prière, je ne sais pas à quel âge. Il m'a appris à lire le Coran. J'ai grandi, comme tous les enfants aussi, à l'école. J'ai eu mon bac en 1966. Si j'ai quitté ce pays, c'est parce qu'il y avait le dictateur Assad. Et j'ai détesté le parti bassiste socialiste. Ce n'était qu'un parti d'une ethnie qui veulent écraser les autres. Et le slogan, c'était très célèbre plus tard. Il al-abad ya Hafez al-Assad, jusqu'à l'éternité, au Hafez al-Assad, notre président Hafez al-Assad. À tout hasard, moi, je suis tombé à Marseille. Et la température de Marseille, ces gens, ils sont accueillants comme les gens syriens. Et là, au milieu de 68, en France, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que ça veut dire la liberté. La Révolution 68, jouir sans entrave, la libération sexuelle, c'est pas très islamique tout ça. C'est vrai, mais c'était pas ce qu'ils demandaient les jeunes étudiants à l'époque qui était important, mais le mouvement en elle qui est important. Comment on réclame les choses? De voir un grand homme de l'histoire tel que le général, le président Charles de Gaulle, qui fait un référendum sur sa politique, sur sa vie,
Il se retire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, j'étais à Aix-en-Provence et j'ai étudié les beaux-arts et architecture. J'ai connu ma femme parce qu'elle habitait tout là-bas. Elle était sur l'arrêt du bus et le bus ne vient pas. Et là, je lui ai dit, on peut se rencontrer dans le café de deux garçons. Quand tu as le temps, tu passeras. C'était un homme gai qui aimait parler, qui était très accueillant, comme son nom, Bassam, le souriant. Elle m'a dit oui, et effectivement, elle est arrivée. Elle était assise avec moi, elle a bu du café. On a parlé un peu de la vie, qu'est-ce qu'on fait, etc. Puis je lui ai dit, tiens, je vais te passer un livre en français, le Coran. Il m'a dit, mais j'ai rien à faire avec ça. J'ai dit, tu vas le lire. Et comme ça, au moins, puisque tu fais doctorat de psychologie, tu vas connaître la culture islamique. On est sortis un petit peu ensemble. Et puis un jour, il me dit, excuse-moi, mais tu vois, je ne peux pas être comme ça avec quelqu'un. Alors, si tu veux qu'on continue, il faut que je me marie, parce que c'est haram pour moi de fréquenter une jeune fille et de ne pas me marier avec. J'ai dit, bon, ben pourquoi pas. J'ai dit, si ça va bien ensemble, on reste ensemble. Si ça va pas, on se sépare et puis c'est fini. J'étais à l'époque... J'étais pas musulmane, quoi, je veux dire. Donc pour moi, c'était quelque chose de simple, comme les jeunes de maintenant, quoi. À l'époque, vous n'aviez pas du tout le même look. En 60. Vous n'étiez pas musulman pratiquant à l'époque? Si, j'étais musulman pratiquant, mais le problème, je n'étais pas l'imam qui est en train de prêcher l'islam partout. J'étais étudiant à la faculté. Mais une fois que je me suis marié, etc., j'ai pris ma femme et on est parti en Arabie Saoudite. Nous étions près de la Mecque et de Médine où on a reconnu l'islam authentique. Ce qu'on appelle l'islam intégriste? Plus ou moins, oui, ce qu'on appelle l'islam intégriste dans le sens intégriste. L'ancien islam pratiqué par les prophètes et ses compagnons, car on appuie sur les textes authentiques. Ma mère, elle, c'était son rêve. Elle avait vu dans sa jeunesse Laurence d'Arabie. Elle avait entendu pour la première fois le son du adhan, donc de l'appel à la prière des musulmans dans ce film-là. Et ça l'avait toujours fait rêver, ce cavalier du désert qui va à la rencontre des Arabes de souche. Là-bas, j'ai rencontré donc les sociétés françaises Bouygues et j'ai travaillé chez eux. Il y a 35 ans, j'ai connu Bassam Ayachi en Arabie Saoudite. À cette époque, je travaillais pour la construction du port de Jeddah. Nous devions être aux environs de 1000 à 1200 expatriés. J'étais moi-même topographe. Bassam Ayachi était en permanence à mon contact. Il était le laborantin. C'est lui qui nous disait, bon, bah, écoute, ce béton-là, cette zone qui a été faite par le finisher, c'est bon, celle-ci n'est pas bonne, il va falloir recommencer. Donc, on travaillait donc de pair, quoi, disons. C'était quelqu'un de sympathique, sous tout rapport. Nous vivions dans une base vie, totalement en autarcie. J'étais petite, mais je garde encore des flashs. Toutes les maisons étaient à peu près identiques dans ce camp. Tous les Européens étaient logés à peu près à la même enseigne. J'ai découvert un autre aspect de la vie de Bassam Ayachi. Le personnel que j'avais, c'était donc des Pakistanais, des Indiens, Somaliens, etc. Ils étaient pratiquants. Et donc, ce sont eux qui, un soir, m'ont dit « Mais Mister Ayachi, il enseigne le Coran le soir. » Je dis « Mais attends, c'était sûr ?» « Oui, oui, oui. » Et il me disait « Vous savez, il enseigne le Coran, mais un Coran qui est quand même un peu particulier, quoi. Hein. » Il s'en prenait à la famille royale, les Séouds, qui disposaient de toute la richesse du pays et du pouvoir. Hein.
À l'époque, je n'étais pas content de tous les gouvernements arabes, vu que j'ai vécu en France et j'ai vu comment le peuple réagit politiquement et que ce n'est pas un seul parti, une seule optique. J'ai su plus tard qu'il avait fréquenté une mosquée. Et dans cette mosquée, c'était des partisans d'un groupe qui était révolutionnaire. Nous étions des copains. On fait des réunions les soirs, dans les fêtes de mariage, la fête de naissance et tout ça. Et j'ai découvert avec le temps que c'est une organisation qui est contre la famille royale. Le 20 novembre 1979, journée normale sur le port de Jeddah, et brutalement, on voit Bassam Ayachi arriver, plutôt surexcité, si je puis dire. Il nous a dit, si dans 24 heures, les choses ne sont pas réglées, c'est foutu. Et bien entendu, la télévision nous a montré ce qui se passait. C'est vrai que ça fait railler de tous les côtés, quoi. C'est hier matin, donc, qu'un commando d'au moins une 60aine d'hommes a pris d'assaut la grande mosquée de la Mecque, prenant en otage au moins une 30aine de fidèles. Il a fallu attendre ce matin pour que les autorités saoudiennes confirment que les assaillants appartenaient à un groupe religieux, qu'ils retenaient en fait plusieurs centaines d'otages à l'intérieur de la mosquée. Mais vous étiez alors au courant de leur projet? C'est-à-dire, je n'étais pas au courant dans tous les détails, mais je savais qu'ils vont faire ça. Et je les ai dit, c'est grand tort d'attaquer la Mecque. Plusieurs dizaines des rebelles qui, pendant 15 jours, ont résisté dans la grande mosquée, ont été faits prisonniers par les forces saoudiennes. Un grand nombre d'insurgés ont été faits prisonniers, 170 officiellement. Les voici. Des Saoudiens surtout, mais aussi des Yéménites, des Koweïtiens, des Égyptiens. Aventuriers d'une cause encore obscure, mais où la politique semble bien proche de la religion. Ils ont tous été condamnés à mort et tous le même jour, à la même heure, dans différentes villes d'Arabie Saoudite. Ils m'ont attrapé. Ah bon? Ouais. Alors ils m'ont dit, tu connais tel et tel et tel, allons-y, viens ici. La cause réelle de mon emprisonnement, c'est que j'ai connu ces gens et je n'ai pas donné d'informations à la police contre eux. Voilà. Mais ils vous ont gardé quand même 8 mois. 8 mois. J'ai pensé que je dois être déclaré, mais heureusement, voilà, par la grâce de Dieu, j'étais sauvé. Vous les fréquentiez, parce que c'était des révolutionnaires? Bah oui, certainement. Où il y a la révolution, je mets mon nez. À partir de là, donc, il a été expulsé, Manu Militari, avec sa famille, et on n'en a plus entendu parler par la suite. Et puis nous sommes revenus en France. J'ai fait un restaurant, et on l'appelle le restaurant spécialité libano-syrienne. Marchait très très bien. Bien que je ne vendais pas l'alcool, c'était toujours rempli. Cette idée m'est venue parce que je ne veux plus travailler dans des grandes sociétés. Et puis, beaucoup parmi les immigrés, ils pensent uniquement à travailler ici et d'envoyer ce qu'ils gagnent chez eux. Moi, je dis non. Si on vit ici, on doit rester ici, on doit bâtir ici. Évidemment, quelquefois, on a des problèmes d'insertion, mais on doit vaincre ça. Une fois je suis de retour, j'ai vu que les musulmans d'Aix-en-Provence, ils n'ont pas de lieu de prière. Et alors, on a fait une petite mosquée au centre de la ville. Nous nous réunissons une fois par semaine pour apprendre l'islam dans la pratique, dans son sens profond, avec le cheikh de la mosquée. Je m'appelle Muriel, j'ai connu la famille Ayachi de 85 jusqu'à les années 90. Je suis musulmane, convertie.
Bassam arrivait à dire à tous, nous pouvons vivre un islam de France, un islam qui puisse être en accord avec tous. Je m'appelle Mohamed. J'ai connu M. Bassam Ayachi dans les années 80-85. C'était une star, c'était... pour la communauté, oui. Pour vous dire qu'il y a eu des naissances, il y a eu des garçons qui ont été appelés Bassam, et il y avait des filles qui étaient appelées Basma. D'un vendredi à l'autre, on l'attendait avec impatience, on se posait pendant une demi-heure, on était hors du temps. D'un coup, on se retrouvait dans le désert, les dunes, les pyramides, les chameaux, et à moins de 2, vous voyez passer donc ou les prophètes ou les bédouins de l'époque, le décor, ils savaient le planter. Par rapport à l'époque saoudienne, vous n'aviez pas de discours politique à l'époque? Je n'avais pas de discours politique, c'était des discours historiques, moraux. J'ai enseigné l'islam aux musulmans, comme n'importe quel curé ou rabbin qui fait son devoir. Bassam était quelqu'un de vraiment très sollicité. Les espaces de restauration halal étaient pratiquement inexistants. Les boucheries se comptaient sur les doigts d'une main. Et Bassam pouvait orienter, dire « tu cherches ça, et bien voilà, c'est là que tu vas le trouver. Tu cherches ça, et bien voilà, c'est ici, telle adresse. » Et tout le monde faisait circuler le numéro de téléphone de Bassam. Le matin, pour la prière, les personnes pouvaient appeler. « Allô, oui, madame, c'était Pascal qui répondait. S'il vous plaît, à quelle heure est l'horaire de la prière ?» Et vous, à l'époque, un islam de France, ça vous paraissait possible? Enfin, justement... Bah oui, c'était les musulmans, tout simple, qui vivent en France. C'est plus tard, les Français, ils commencent. Vous ne devez pas porter le foulard, c'est des signes religieux, mais avant, ils ne parlaient pas de ça. Là, on a commencé à se mêler dans la vie personnelle des gens sous le nom de la laïcité de la France. Et là, ça commence les problèmes. À Aix-en-Provence, comme si tu étais dans un petit bled, très loin, dans la montagne, comme ça on va dire, à la campagne. Il faut aller dans le centre, où il y a tout le monde. Et le centre, c'était vraiment Bruxelles. Je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je vais choisir de faire mes leçons en français ou en anglais. Et par ce moyen, on est arrivé à avoir au moins 2500 citoyens européens qui sont devenus musulmans. Mais votre but, c'était de faire du prosélytisme? De faire? Du prosélytisme. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai entendu parler pour la première fois de M. Bassam Ayachi vers le début des années 90. On découvre quelqu'un qui professe un islam qui est relativement rétrograde, je dirais. En tout cas, qui n'est pas toujours compatible avec les valeurs actuelles au niveau des attitudes, la mixité, les vêtements, le travail, etc. Ça nous pose problème parce qu'on ne sait pas très bien où ça va aboutir. Il y a quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose. Moi, en tant que chef de tribunal, certainement j'applique la loi de la charia al-islamiyya, c'est-à-dire la loi islamique. Quelqu'un qui vole, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un qui ment, qu'est-ce qu'on fait? Il y a la réponse à toutes les questions de la vie. C'est la loi, en général, qui était pratiquée depuis 1400 ans. ايش هذه؟ اجت شكوى مشان غسان اسود. ايوه. بما انه مسجون جوا في قضيه محمد المقتول وفي سعاد النسوان انخطفوا بعرة. ايوه. هذول خاطفهم هو بالسجن مشان دعوتين من الكتاب تاع الخيار. هو خاطفهم؟ هو كان خاطفينهم.
C'est des gens qui appartiennent à Daesh à l'époque. Ils ont assassiné quelques-uns, ils ont volé la Madame Souad, volé son or et tout. Alors on les a attrapés. وله علاقة في القتل هذا في قتل الأشخاص اختفوا عبد الكريم وغيره. لا شيخ كتبت له هذا الكتاب قضية قتل وقضية خطف سرقة أيوة. وقع لنا شيخ وانا سامحك. C'est l'application stricte de la charia, c'est-à-dire est-ce qu'on coupe la main des voleurs, est-ce qu'on lapide la femme adultère? Comme il n'y a pas chef de l'État, il n'y a pas ce qu'on appelle le président ou le roi ou le commandeur de croyants, on ne peut pas appliquer la peine totale, on n'applique que dans des petites portions. Mais un voleur qui a tué des gens, on ne va pas l'attendre 10 ans encore, allez, on le tue et on finit de lui. Ce jeune homme, il était frappé par Jabhat al-Nusra. جلست نشوف عمو مشان ايش ضربوك هيك؟ ان شاء الله نص ساعه ان شاء الله. مشان ايش؟ لانه اخوك كفر؟ واخوه عقبوه. وانت لما اخذوك قالوا انا ما لي على انا ما كفرت. ايوه. Ce jeune homme, maintenant, il réclame réparation. Vous m'avez frappé, moi je n'étais pas présent quand mon frère il a fait ça. إلا بهالحالة هذا هو مظلوم ومضروب ونحن لازم نسألهم تعالى هون مين ضربوا إلى آخره فاسألهم وإذا كانوا متعدين بندفعهم هالضربتين هاي أموال يأدوها للراجل ويعتذروا له. يا شيخ ضربهم اللي مبين ضرب لأم مبين في يعني في شغلات بيناتنا. جيران البيت. نحن ما عندنا جيران في البيت. ما خلي وأنت لما شفت أخوك كفر لازم تشيل إيدك وتعطيه على وجهه يا كلب يا حقير. أما أنتم كل واحد بتشوفوه كفر أدبوا لحالكم على طول أدبوا ما تخلوا حدا من أولادنا الصغار يكفر لأن أولادنا متعلمين على الكفريات هون في شجر وفي كل مكان كر ما تشوفوا إلا خلط له كفريتين ثلاثة. Le fait de frapper quelqu'un parce qu'il a poussé un juron, ça me paraît assez obscurantiste. On ne permet à personne d'insulter le prophète Mohammed sallam ou la religion juive ou la religion chrétienne. Si quelqu'un il va injurer Dieu, on va lui dire repentis-toi à Dieu. Si ça ne te plaît pas, casse-toi, va chez tes amis laïcs, européens, vive avec eux mon ami. Va boire l'alcool et va utiliser toutes la loi qui te permet de vivre tranquille dans ta vie. Ça fait un peu Taliban, ça, non? Si vous avez abandonné votre Dieu, mon ami, nous n'avons pas abandonné notre Dieu. On a fait une grande révolution et une grande lutte pour retourner à la vertu de la morale. En Belgique, le moment où Cher Bassam entre dans l'œil du cyclone, le moment où Cher Bassam devient un outil d'attraction médiatique, c'est les événements du 11. Deux jours avant les attentats du 11, le commandant Massoud a été assassiné par 2 faux journalistes belges. Alors ça, c'est Abdessatar Daman, c'est le chef du commando. Cet homme a vécu pendant plus de 10 ans en Belgique. Il s'est radicalisé ici, chez nous. Ensuite, il est parti en Afghanistan rejoindre Oussama Ben Laden. Il va y avoir le choc quand on découvre qu'un des protagonistes de l'assassinat du commandant Massoud a été marié par le cheikh Bassam. Donc il y a une proximité. Et donc, on va évidemment effectuer des perquisitions. Ce qu'ils espèrent y trouver, des liens avec les réseaux terroristes d'Oussama Ben Laden. C'était pour eux, tiens, c'est le grand choc. Et je condamnais l'attentat. Moi, je ne veux pas qu'on tue le commandant Massoud. C'était un héros national. Il était, d'ailleurs, moi, je l'ai vu, commandant Massoud, dans la vie. Je suis allé le voir et le rencontrer. Mais oui. L'histoire de l'assassinat du commandant Massoud, c'est là qu'effectivement a démarré les plus gros problèmes. J'ai trouvé des
La sûreté de l'État s'intéresse de près aux discours et aux activités de ce centre qui prône le djihad armé, la guerre sainte contre les ennemis supposés de l'islam. Le djihad, c'est obligatoire où il y a une agression. Il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas laisser l'agresseur tuer les gens sans raison. Je pense que c'est le rêve de tout policier de mettre en prison quelqu'un comme ça. Si on ne l'a pas fait, c'est qu'on n'a rien trouvé. On lui a taillé un costume, mais il l'a endossé avec beaucoup de plaisir, quelque part. Dans une espèce de logique de provocation, et ça s'est retourné contre lui, parce que ça lui a quand même valu quelques années de prison en Italie. Mon père était sur le bateau entre la Grèce et l'Italie pour revenir en Belgique. Et donc, ces jeunes Palestiniens et Syriens veulent se jeter à l'eau pour gagner la rive à la nage. Là, mon père, il dit écoutez, je préfère prendre le risque de vous cacher dans ma camionnette. Li hanno arrestati al porto di Bari, lì dove negli anni 90 ci furono sbarchi epici di immigrati. Uno è sceicco, l'altro ingegnere elettronico. Residenti in Belgio, viaggiavano con passaporto francese su un camper tecnologicamente attrezzato all'interno del quale nascondevano 3 palestinesi e 2 siriani che hanno provato a far entrare in Italia. Et là, boum, le choc. Les Italiens déclarent « Nous avons arrêté le numéro 2 d'Al-Qaïda en Europe ». Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une blague. Les Italiens ont le cher Bassam en prison avec Raphaël Gendron pour aide à l'immigration clandestine. Les Belges, à un moment, viennent dire aux autorités italiennes « Attention, vous avez 2 super terroristes ». Les Italiens, il faut se mettre à leur place, ils y croient au début. Ils truffent de micro la cellule. À un moment, il y a un match de foot qui passe. Une fois, j'ai prononcé « Frappe, frappe, goal ». C'est parce que c'était pas des Italiens qui jouent, enfin des étrangers qui jouent contre l'Italie. Dans une autre conversation totalement anodine, il y a un moment le terme d'avion qui est utilisé. Et que vont faire les policiers italiens? Ils vont tout mélanger, tout croiser et faire comme si tout ceci avait tenu en une seule phrase, et ça donnera attaque, avion, Charles de Gaulle. Et c'est comme ça que cette affaire est née. Une nouvelle information venue ce matin d'Italie vient confirmer cette menace. 2 Français emprisonnés là-bas depuis 6 mois sont accusés d'appartenir à une cellule terroriste qui préparait des attentats en France, notamment contre l'aéroport de Roissy. Ça a été personnellement quelque chose que j'ai vraiment, mais vraiment très mal vécu. Alors, on a été très combatifs, quoi. On n'est pas resté les bras ballants. On faisait des collectes d'argent afin de payer les frais judiciaires. On a organisé une conférence de presse. On a invité le maximum de médias là-dessus. Et puis, on s'est fait entendre. Le problème avec mon père, c'est qu'il a la tête de l'emploi. Donc, un turban sur la tête, une très longue barbe. Que Bassam Ayachi ait planifié un attentat contre un aéroport ou même un attentat en Europe, pour moi, ça ne tient pas la route. Par rapport... Faire incendier par les Italiens, oui. Bassam Ayachi non era un terrorista. Per l'ex imam sceicco di Bruxelles di origini siriane, la Corte di Assise d'Appello di Bari, al termine del processo bis, ha confermato l'assoluzione dall'accusa di terrorismo internazionale. Ils ont fait, je pense, 3 années de prison pour rien. Et le plus cocasse dans cette affaire, qui ne manque pourtant pas d'épisodes burlesques, c'est que le cher Bassam s'est vu allouer et attribuer une indemnité pour avoir été détenu injustement dans les geôles italiennes. Aujourd'hui, c'est le premier jour de Ramadan. Alors les gens, quand ils jeûnent, ils aiment bien boire de l'eau de source qui sort de la montagne directe. Pour eux, c'est l'eau pure qui purifie leur corps. C'est la source de Cheikh Bassam. Et l'eau, elle est très légère, très bon pour le thé. N'importe qui peut venir chercher de l'eau. Notre porte est de toute façon ouverte à tout le monde. On ne devient pas chef et cheikh sans être le cœur et la porte ouverte à tout le monde.
j'ai appris que mon père, là-bas, s'était marié. Et il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Je veux dire, c'est son choix. Et l'islam permet ça, la polygamie. Donc il est en accord avec ses principes religieux. Dans l'islam aussi, c'est secret, il ne faut pas demander « montre-moi ta femme et comment elle est », etc. Mais c'est pas grave. Une qui s'appelle Madame Loulou et une qui s'appelle Madame Soussou. Et chacune est d'un village différent. Et sa maison était bombardée. Et elle a vécu sur les tentes, et puis dans les maisons des montagnes, dans les cavernes. J'étais aimé par 2 femmes en même temps, je ne peux pas dire non. Hein. S'ils sont 4, je vais dire oui aussi, non? Comment ça se passe la cohabitation? Il n'y a jamais de... قالوا لي انتوا عايشين مع بعض بتقتلوا بعض ولا جالوزين ولا غيرانين من بعض ولا فرحانين ببعض؟ أنا غيرانين On est loin de la France là quand même, hein? On est loin de la France. 6000 kilomètres. J'aimerais bien être loin dans ce sujet de la France et de la mentalité des femmes françaises. لا الحمد لله هلا مبسوطين أكثر بس أنا زعلانة على الشيخ بسام لأنيته بيتذكر بيته وأولاده. انه ليش عم تقولي انه الشيخ بسام ما هو سعيد في هذه الايام؟ لانه يعني فقد ابنه في المعركه وفقد اهله ولا ايش؟ لا لأنيته بيتذكر زمان أول. À ma connaissance, aujourd'hui, il n'existe aucun mandat à charge de M. Haïchi Bassam. Donc c'est clair que c'était tout à fait le profil de recruteurs qui chauffent les jeunes pour les envoyer sur des terrains de combat, etc. Mais quand on fait encore une fois le bilan avec le recul, finalement, il y a très peu de personnes de son entourage qui sont parties. Il y a son fils, et là, son fils va défendre des valeurs qui sont celles du Cheikh Bassam. Et évidemment, il va perdre la vie. Mon père a toujours enseigné le djihad comme il enseigne une autre matière de l'islam. Il nous a toujours laissé le choix, mais effectivement, il m'a dit « Et toi, tu vas pas partir au djihad? Tu vas pas défendre ton pays ?» Mais c'était plus comme une question pour me tester en fait. Qu'est-ce que je vais répondre à ça? Alors j'ai dit, moi je vais m'occuper de ma mère malade et de mes frères et sœurs et leur enseigner. Alors il a compris, il a souri, il m'a dit ok. Quand vous avez appris la mort de votre fils, est-ce que vous avez eu un sentiment de responsabilité, d'être responsable de ce qui arrivait? Non. Mais quand j'ai appris la nouvelle qu'il est tombé martyr, pour moi, ça m'a enthousiasmé à continuer ce qu'il a commencé. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé tous ces gens qui étaient avec lui me disant « Nous sommes tes enfants. Nous sommes les frères de Abdelrahman, Abu Hajar. » Et donc j'ai retrouvé à la place d'Abdelrahman des centaines d'Abdelrahman qui me disaient la même chose en me disant « Nous sommes tes soldats et tes enfants. » Et pour cette raison, j'ai perdu un, mais j'ai gagné des centaines.
matin, mon frère m'appelle, Abdallah. Et puis sa voix sanglote au téléphone. Je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, mon père, il a été touché par une explosion et on ne connaît pas son état de santé. Et après, je l'ai entendu un peu pleurer au téléphone. Il m'a dit, je te rappelle. Et puis, très peu de temps après, dans la même journée, il y avait déjà des vidéos qui étaient postées. J'avais le cœur serré et je me disais, j'espère qu'il va tenir le coup. Je faisais des invocations à Dieu pour ça. Comment vous vous sentez? Beaucoup de peine et de mal. J'ai perdu mon bras droit. Et moi, j'attends de tomber martyr depuis longtemps. Nous sommes venus ici contre Assad, mais je ne suis pas venu pour aider les extrémistes qui veulent anéantir le monde entier selon leur théorie. Ils ont déposé une bombe sous la voiture. Le matin, quand on a pris la voiture, ils étaient en train de nous observer sur une moto et nous suivaient. Et alors, avec la télécommande, ils ont appuyé et ça y est, ça a explosé. L'explosif était sous votre siège, hein? Heureusement, il y a un grand batterie qui a pris tout le choc. Sinon, je serais en morceaux. Daesh et Assad, c'est le même ennemi pour nous. Un avion de chasse syrien, il est venu lancer 2 missiles sur la maison. Ils ont fait beaucoup de dégâts. Mon fils Abdelrahman, qu'on l'appelle Abou Hajar, il y a quelques jours de ça, on a libéré l'endroit où il est tombé martyr. Inch'Allah, je vais aller pour sortir les os et l'enterrer dans le cimetière des martyrs. Quand on a libéré l'endroit, j'ai trouvé sur un téléphone de soldats de Assad un vidéo. Et avec le corps de Abdelrahman et le corps de tous ses copains. لقد تم بإذن الله قتل هذه المسلحين منذ 10 أيام. Et puis, les soldats, ils déclarent qu'on a amené un bulldozer et on a pris de la terre et on a jeté sur leur corps. Les soldats, il était dans ce bâtiment là-bas.
Il tirait de tous les côtés vers ici. Et un obus, il est venu de ce côté comme ça, des bâtiments qui sont là-bas. Et il est tombé juste là. C'est l'obus qui a touché mon fils. Il était là. Et Abdelrahman, il était ici dans ce coin, comme ça, assis là, en train d'observer le bâtiment qu'on se trouve là en face là-bas. Et il a ce fusil comme ça, et il regarde là, il dit à ses copains, avancez doucement, doucement. Et là où il a reçu donc l'éclat qui a tiré son coup, il est tombé là, et puis il s'est mis debout. Il a couru quelques mètres, il est tombé, puis un autre ami à lui, il a dit « Moi, je l'ai retiré pour le sauver, je suis arrivé à l'arbre, j'étais épuisé, il était mort, alors je l'ai laissé, je me suis retracté vers les frères qui se trouvaient là-haut. » هاشموا هيك ما راح يحفروا شيء بعدين بعرف ما رايحين يحفروا بس نحن عم بدنا نجيب نحن تراكشن شيء خلاص خلاص Vous avez perdu un bras, votre fils est mort, vous avez laissé votre famille en Europe. Tout ça. Est-ce que tout ça en vaut la peine? Eh oui, eh oui. Pour pouvoir libérer la terre, cette terre elle est trop chère. La terre de nos ancêtres. Comme a dit un grand poète anglais, to be or not to be, that's the question. Alors, Shakespeare n'a pas tort quand il a dit ça. Et là, il a fallu le faire et on l'avait fait. Je comprends pas to be, not to be. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que tu sois, toi le libérateur, sinon c'est d'autres, voilà. Allez, on va partir. Ouais. Salam alaikum. Plus tard, j'ai appris que Bassam Ayashi avait retrouvé la dépouille de son fils. Il l'a inhumée dans le jardin de la maison familiale.